Donc, le cas numéro 1, ben, c'est un cas qui est très simple, il y a juste une seule page. Et on va aller graduellement, comme on l'a fait déjà avec les thèmes qu'on a abordés lors des premières phases avant l'examen intra numéro 1. Donc, nous avons ici un employé, donc c'est Adam Bouvin. Donc, je ne vais pas répéter la même chose. La dernière fois, je vous ai déjà montré toute une liste des relevés du Québec, les relevés provinciaux et aussi les feuillets fédéraux que donne l'employeur à ses employés. D'accord? Ou bien c'est les employés qui vont les récupérer chez un sous-traitant de la paie en ce qui concerne T4, par exemple, et relevé 1. Juste une chose que j'aimerais bien vous expliquer. Attendez, je cherche le fichier. Voilà. Je vais aller chercher un fichier, ce ne sera pas long. Donc, nous avons un T4 pour le fédéral et nous avons un relevé 1 pour le Québec. D'accord? Excusez-moi juste une seconde, ce ne sera pas long. Nous avons T4 et nous avons le relevé 1 pour le Québec. On aura besoin des informations pour lesquelles on va remplir la déclaration dans le logiciel Profile. Ce qu'il faut savoir, pour faire la déclaration, la première chose à remplir, c'est ce qu'on appelle fiche d'information, ou bien fiche signalétique. Dans cette fiche, il y a à peu près 6 parties à remplir. Il y a une partie qui concerne informations personnelles, renseignements personnels comme le NAS, nom, prénom, adresse, courriel, etc. Deuxième partie concerne l'état civil. Troisième partie concerne la résidence au Québec. Est-ce le temps vécu au Québec ou bien d'arriver au Québec, cession de biens au Québec. Partie numéro 4 concerne ce qu'on appelle la protection, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une transmission électronique, est-ce que le formulaire d'autorisation de transmission électronique a été signé, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va représenter le client, quel est le mode de préparation comment dirais-je, de cette déclaration. Il y a aussi la citoyenneté canadienne, est-ce qu'il y a les biens déterminés à l'étranger, etc. Il y a la partie numéro 5 qui concerne, au cas échéant, les informations du conjoint ou de la conjointe, de l'épouse ou de l'époux. Donc, l'époux ou l'épouse, conjoint de fait ou conjointe de fait. Partie numéro 6, information, ce qu'on appelle information provinciale qui concerne la province ici au Québec. Et nous avons aussi d'autres informations, mais c'est dans la plupart des cas qu'on va voir, on ne va pas les remplir. Parmi les informations dont on aura besoin, je vous ai mis quelques-uns. J'ai le NAS, la date de naissance, le numéro d'assurance sociale, la date de naissance, l'adresse résidentielle, le téléphone, le courriel, le statut marital, son statut légal ici au Canada, c'est un résident permanent qui est arrivé au Canada le 1er mai 2020 et à la douane, il a déclaré soit à la douane, soit dans les formules qu'on remplit pour demander les allocations familiales, l'allocation canadienne pour enfants, on remplit et on indique quels étaient les 3 derniers revenus gagnés à l'étranger durant les 3 dernières années. Lui, il a déclaré 2500. Il a au 31-12, il a résidé ici au Québec. D'accord? Donc, on va aller maintenant donc, on va aller directement au logiciel.
pour préparer la déclaration avec le profile. Est-ce que, s'il vous plaît, vous avez des questions avant de commencer la saisie dans le logiciel? Quand vous allez ouvrir le logiciel, vous aurez cette interface-là. Généralement, quand vous allez ouvrir le logiciel, il va vous ouvrir une page Internet concernant le forum. Vous la fermez et vous attendez un petit peu parce que en premier, il va vous donner une interface en anglais, langue anglaise, et tout de suite, ça va être en langue française. D'accord? Maintenant, j'ai deux possibilités, ou bien deux cas. Admettons, le client, attendez juste, on prend un cas dans lequel le client que vous avez reçu, c'est un client qui a fait sa déclaration chez vous l'année passée. Oui, OK, je vous donne la parole. Comme j'ai dit, on a deux cas. Admettons, Adam Bovin a fait sa déclaration de l'année passée, 2019, chez nous. On ne va pas encore ouvrir une nouvelle page ou bien une nouvelle feuille et commencer à saisir ces informations. C'est une perte de temps. D'accord? C'est une perte de temps. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire ce qu'on appelle reporter une déclaration. Reporter une déclaration. D'accord? Reporter une déclaration. Attendez, je vais essayer juste de vous envoyer. On va le faire après. Donc, comme j'ai dit, il faut juste reporter une déclaration. Comment faire? Regardez. Je vais aller au fichier. Si, admettons que Adam Bovin, c'est un nouveau client. Il n'a jamais fait sa déclaration chez nous. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller au fichier Nouveau et 2020. D'accord? Nouveau et 2020. Si maintenant, il a déjà fait sa déclaration l'année passée chez nous, on ne va pas aller à nouveau. On va aller à reporter. D'accord? Reporter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je vais demander au logiciel d'aller me chercher la déclaration de 2019 et reporter les informations que contient cette déclaration pour 2020. Voilà comment je dois faire. Je clique sur reporter. Il va me demander d'aller chercher où se trouve le fichier de 2019 pour que ce soit reporté pour 2020. Donc, je vais aller le chercher. Il est dans mon bureau. D'accord? On va chercher, par exemple, le snack. D'accord? Je clique sur ce fichier-là et je vais attendre un peu et vous allez voir que l'ensemble des informations qui étaient dans 2019 sera reporté pour 2020 et voilà. Vous voyez, donc j'ai 2020. J'ai des informations. Ce n'est pas la peine de ressaisir encore une fois. C'est une perte de temps. Et si un logiciel ne permet pas ça, ce n'est pas la peine d'acheter ce logiciel. Okay? Vous voyez, j'ai surtout les informations qui seront reportées, il y a des informations personnelles, il y a les montants qu'on reporte. Par exemple, frais de scolarité inutilisés reportés des années antérieures en ce qui concerne le fédéral et aussi le Québec. Et on a aussi, comment dirais-je, les intérêts payés sur les études qui sont reportables maximum 5 ans. Il y a aussi un autre montant qui sera reporté, c'est, par exemple, en 2019, j'ai payé la cotisation au régime d'assurance médicaments du Québec.
Le montant que j'ai payé en 2019, je dois l'utiliser en 2020 comme frais médicaux. Ça, on va le voir après. D'accord? Ma question est la suivante. Est-ce que vous avez compris comment on reporte ou bien je recommence? Ça ne me dérange pas. Il y a une chose qui est très importante qui se trouve dans le... Admettons, il y a quelqu'un qui veut faire 6 années, 8 ans. 8 ans, il n'a pas fait des déclarations d'impôt pendant 8 ans. Et il y en a des gens qui s'en foutent pas mal. OK? Et il est venu chez vous. Si vous n'avez pas un logiciel, par exemple, le logiciel Impôt Expert, il ne peut pas faire les anciennes années d'imposition. Il fait uniquement l'année d'imposition concernée. Si on veut faire 2020, il va faire juste 2020. Il ne peut pas faire 2018, 2003, 2006. Il ne peut pas le faire. Même chose pour impôt rapide, pour Turbo Impôt. Par contre, il y a d'autres logiciels comme TaxPrep, comme Profile, qui permettent d'aller chercher les déclarations des années antérieures. Voilà, par exemple, je vais aller ici, fichier, nouveau, et à ce moment-là, je vais aller chercher quelles sont les années à chercher. J'ai 2019, j'ai 2018, 17, 16, 15, jusqu'à 2008. Ça, c'est extraordinaire, c'est très important d'avoir comme ce logiciel. D'accord? OK. Maintenant, on va aller pour le cas qu'on a, c'est, admettons que c'est un nouveau client. Je vais aller au fichier, nouveau, pour quelle année d'imposition? Si c'est pour 2010, je vais aller chercher 2010. C'est pour 2015, je vais aller, mais attention, c'est par exemple, c'est pour 2015, je dois faire 2015 et après 2016 et après 2015, reporter pour 2016, saisir ce qui doit être saisi pour l'année 2016, reporter pour 2017, saisir ce qui doit être saisi pour 2017, reporter 2017, 2018, saisir les informations qui doivent être saisies pour 2018, reporter pour 2019, saisir les informations qui doivent être saisies pour l'année 2019 et enfin reporter pour 2020. C'est un saisie et report en cascade jusqu'à l'année 2020. Donc, je sélectionne 2020. Donc, j'ai dit, la première partie concerne information personnelle, après état civil, après résidence au Québec, après protection, après information des conjoints, après information provinciale du Québec. On commence par information personnelle du particulier. Très bien. Quel est le numéro d'assurance sociale? Ici, je vous ai donné 2003 9 8. Pardon, 8. D'accord? Et à essayer de vous déplacer avec tabulation. D'accord? Avec tabulation. Si jamais, regardez ce que je vais faire. Si jamais vous allez avec, vous vous déplacez avec tabulation et la case, il est toujours coloriée en jaune, ça veut dire qu'il y a un problème. Le problème, ce n'est pas forcément un vrai problème. Par exemple, admettons, au lieu de saisir 100 $ comme cotisation assurance emploi, le logiciel, il a mis ça en jaune. Il vous a dit que normalement, d'après le calcul, c'est uniquement 80. C'est vrai, 80, mais dans les remboursements, crédit d'impôt remboursable, vous allez recevoir l'écart payé en trop. D'accord? Ici, le NAS, il n'est pas correct. D'accord? Donc, je vais donner un autre NAS. Essayez de prendre 4 ou 5 NAS, comme ça, vous pouvez jongler avec ces NAS-là au cas où vous avez un couple, par exemple, ou bien un enfant qui a un autre NAS. Par exemple, je vais vous donner, par exemple, 046 574 286. Donc, c'est correct. Ce NAS-là, il est fictif, mais correct. Si on a le temps, je vais vous montrer comment on calcule, comment on fait un numéro d'assurance sociale. C'est des formules, etc. Donc, prenez ce NAS-là, 046 454 286. Je vous donne un autre, 409 772 563. C'est bon, il est en blanc, ça veut dire qu'il est correct. D'accord?
409 772 563. Je vous donne un autre. Je vous donne un autre et on voit est-ce que c'est correct. D'accord? Donc, 1, 2, 3, pardon, 086 858 276. Donc, le numéro d'assurance sociale des contribuables n'est pas valide, n'est pas correct, etc. D'accord? Moi, nous, toujours, on utilise ce nom-là qui est plus facile. Le titre, est-ce que c'est monsieur, madame, mademoiselle? Okay? Donc, on va mettre monsieur. Le prénom. Donc, le prénom, c'est Adam. Le nom de famille, c'est Bovin. Oui, c'est ça. Changement de nom en 2000. Est-ce que le contribuable a changé son nom en 2020? Si vous mettez oui, ben, sûrement, on va essayer de vous appeler pour s'assurer que effectivement c'est vous qui a déclaré comme quoi vous avez changé votre nom. Ici, il n'y a aucune information concernant le changement de nom. Désirez-vous effectuer un changement d'adresse? Si jamais vous n'avez pas déclaré votre changement d'adresse avant la déclaration, vous savez qu'il y a un site où on peut changer l'adresse dans plusieurs ministères et organismes gouvernementaux. Si ce n'est pas le cas, c'est le moment d'informer Agence Revenu Canada comme quoi vous avez changé d'adresse. Ici, on n'a aucune information concernant changement d'adresse. Ou soit, vous pouvez mettre, si jamais il y a d'autres personnes qui vont recevoir le courrier, vous mettez à l'attention de qui? Maintenant, l'adresse. Ici, nous avons le numéro civique. Donc, 90 rue de l'Espoir. Espoir, ça sera pas long. Et nous avons le numéro d'appartement 9. Appartement, pardon, 9. Excusez-moi, 999, 998. Tabulation, 9. Donc, s'il y a une case postale ou boîte postale, donc vous pouvez le mettre ici. La ville, c'est Montréal. Province, vous mettez juste un Q et vous aurez Québec. Le code postal, c'est H1, 2H3. Tabulation. Je mets le numéro de téléphone, donc 514 555 555 6. Date de naissance. Regardez, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre 2020 0101. Vous voyez, ça c'est un petit défaut. D'accord? Normalement, pardon. Attendez juste une seconde, j'ai oublié. 21. Regardez qu'est-ce qu'il vous a dit ici dans le vérifiez la date. D'accord? Donc, ce n'est pas possible. Qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre la date qu'on a ici, 1980 0101. Donc, il a 40 ans. Juste à côté, vous allez voir l'âge en année du contribuable. Le sexe, est-ce que c'est masculin ou féminin? Adam, c'est masculin. La province ou le territoire de résidence, c'est différent. Donc ici, c'est Québec, c'est la même chose. Pour cette question-là, adresse courriel, qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez que comment on appelle, il y a quelqu'un qui peut me dire comment on appelle. Donc, cette question-là, qui est adresse courriel,
Ça permet quoi? Ça permet au contribuable de choisir est-ce qu'il veut recevoir les correspondances de Revenu Canada par la poste ou bien il va les recevoir par courriel et aussi il va les récupérer chez Agence Revenu Canada dans ce qu'on appelle mon dossier. D'accord? Mon dossier. Et si on vous demande, est-ce que vous désirez, en fournissant votre adresse courriel, est-ce que vous voulez vous abonner à la messagerie électronique? D'accord? Donc, si vous êtes déjà inscrit, vous allez cliquer sur cocher déjà inscrit. Si vous n'êtes pas inscrit et vous désirez vous inscrire, vous allez cliquer sur oui. Si vous ne voulez pas, si vous refusez, vous cliquez sur non. D'accord? Ici, on a un courriel et on n'a pas une information, ce qui est déjà inscrit. Donc, par défaut, il n'est pas inscrit. Donc, je vais mettre ici oui et je vais mettre le courriel. Donc, c'est Adam. Adam, corrigé, j'ai mis Adma. Donc, c'est Adam 80. Donc, Adam 80. Attendez juste une seconde. Moi, j'ai un problème avec A commercial. OK? Donc, je fais toujours copier-coller. Je ne sais pas est-ce que vous avez ce problème. Comme je dis, si vous pouvez pas, si vous n'avez pas le A commercial, vous copiez-coller A commercial dans une fenêtre de navigateur, et voilà, et coller. D'accord? Sympathico. Sympathico.ca, ouais. Tabulation. Toujours essayer de vous déplacer avec tabulation. Autre chose que j'ai oublié, ça ne sera pas long. Est-ce qu'il y a des gens que la taille de l'écran, ça les dérange? Si la taille vous dérange, vous voyez ici ce plus-là, vous cliquez, abracadabra, vous avez l'écran. Bon, moi je préfère l'autre, je suis habitué à ça, ça ne me dérange pas. Voulez-vous que le préparateur reçoive votre avis de cotisation parfois électronique? Si vous vous rappelez, quand on a parlé lors de nos premières séances, je vous ai parlé des avis de cotisation et je vous ai montré quelques modèles. L'avis de cotisation, c'est un résumé de votre déclaration. Quand vous allez envoyer votre déclaration à Revenu Québec et à l'Agence Revenu Canada, ils vont reprendre ce que vous avez déclaré. S'il y a des modifications, ils vont procéder aux modifications. Sinon, ils vont vous envoyer du papier, je crois 2 ou 4 pages ou une seule page. Ça dépend du contenu. Et on va vous remercier d'avoir fait votre déclaration et vous aurez la récap de ce que vous avez déclaré, ce qu'on appelle avis de cotisation. Dans cette question-là, Agence Revenu Canada vous demande est-ce que vous désirez qu'on envoie l'avis de cotisation à la personne qui a préparé votre déclaration, oui ou non? Généralement, on met non. D'accord? On n'est pas responsable de la correspondance du client, sauf pour les entreprises qui nous signent une procuration. Alors, je vais en parler tantôt, d'accord? Donc, toujours, on met non. On ne veut pas de tracas de plus, d'accord? Donc, c'est entre vous, ce n'est pas entre nous et vous, ok? Donc, cette partie-là, c'est information personnelle. Il faut s'arrêter ici et ne pas continuer jusqu'à production. Il faut aller en haut. Deuxième partie, état civil. Faites attention, d'accord? Donc, je dois valider partie par partie. La première partie, c'est information personnelle. Avant de passer
à l'état civil, je dois vérifier est-ce qu'il y a des erreurs. Ça se peut que je commette des erreurs et au moment de la vérification, je peux me rattraper et les corriger. Donc, j'ai le NAS, j'ai le prénom, parfois on inverse nom avec prénom et vice-versa. Il n'y a pas de changement d'adresse. Pour l'adresse, on vérifie aussi l'adresse, téléphone, date de naissance, code postal, courriel, etc. Je vois que tout est correct. Maintenant, on passe à l'état civil. Ici, on nous dit qu'il est son état civil, il est divorcé. OK, il est divorcé, donc je vais cocher divorcé. S'il est marié, je mets marié. Regardez, s'il vous plaît, regardez en haut, là où il y a la transmission électronique, là où il y a TED. Ne cliquez pas sur TED, juste ce qui est en bas. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez comme un couple, d'accord? Mais qui est grisé. Regardez, si je clique sur marié, vous allez voir que l'icône du couple va apparaître. Vous voyez? Elle est là. Et cette icône-là, ça concerne les enfants. On va voir comment l'activer, d'accord? C'est je mis conjoint de fait, ça reste. Si je mets veuf, s'il s'agit, comment dirais-je, une déclaration d'un décès, etc., il y a une question qui concerne le décès, sinon, ben, je mets célibataire, ben, ça devient célibataire, d'accord? Donc, ici, on nous dit qu'il est divorcé. Voilà, divorcé. D'accord? Divorcé. Si votre situation a changé en 2020, il faut indiquer la date. Admettons l'année passée, on a coché séparé. D'accord? Maintenant, vous êtes marié. On met marié. Et on met la date de changement. Par exemple, on prend le mois, c'est 09-06, la fête du travail. OK? La réconciliation s'est faite le 6 septembre. D'accord? Et par exemple, j'étais divorcé l'année passée. J'ai déclaré que mon statut marital ou civil, il est divorcé. Et en 2020, je suis marié, je m'ai marié. Et la date du mariage. Je suis divorcé. Et après, conjoint de fait, etc. D'accord? Ici, dans ce cas-là, il est divorcé. Je vais mettre divorcé. OK? Étiez-vous marié ou viviez-vous en union de fait à un moment quelconque cours de cette année d'imposition? Donc, lui, il est divorcé, donc on met non. La partie qui concerne la résidence. Quelle est la province de résidence? Généralement, quand vous mettez l'adresse, il va vous donner Québec. Mais si vous voulez changer au 31-12, ben, il faut mettre votre province qui est concernée par la date au 31-12-2020. Si vous êtes travailleur autonome, là, il faut indiquer quelle est la province dans laquelle vous avez votre affaire comme travailleur autonome. D'accord? Ici, on va mettre, si on a un travailleur, celui-là n'est pas travailleur autonome, il est salarié, il est employé. D'accord? Si vous n'avez pas résidé au Canada toute l'année, inscrivez la date de votre arrivée ou départ. OK? Je me rappelle la dernière fois, je vous expliquais pourquoi ces dates-là sont très importantes. Et je repose encore une fois, est-ce que vous pouvez me dire, s'il vous plaît, pourquoi il est essentiel, capital, crucial, très important de prêter attention à cette information-là qui concerne date d'arrivée ou date de départ si on n'a pas résidé toute l'année au Québec. Il faut se patienter un petit peu. Donc, ici,
je vais mettre la date d'arrivée. La date d'arrivée d'Adam, c'est en mai. Je vais mettre ici le mois, 05, et l'année, pardon, et le jour. Le jour, c'est le premier. D'accord? Êtes-vous un non-résident? Non, bien sûr. Avez-vous disposé d'un bien en 2020 pour lequel vous demandez une exemption pour résidence principale? Je ne vais pas parler de l'exemption de résidence principale pour ne pas un petit peu dérailler du sujet, mais qu'est-ce que ça veut dire? On vous demande, est-ce que vous avez vendu, est-ce que vous avez cédé une résidence principale, un appartement, je ne sais pas moi, une habitation déclarée comme résidence principale. D'accord? Je vais mettre ici non. Très bien. Les questions que vous voyez ici, on ne va pas les traiter. Donc, revenu net dépôt au conjoint de fait pendant que le contribuable vit au Canada. Ça, on va en parler après. Ça ne nous concerne pas pour le moment. Crédit non remboursable établi au prorata pour un immigrant ou immigrant, c'est ici qu'il faut mettre oui. D'accord? Il faut mettre oui, comme quoi tout ce qui concerne crédit d'impôt non remboursable, il faut qu'il soit calculé au prorata selon entre la date d'arrivée au départ et le 31/12/2020. Donc, ouais, on est arrivé ici à la tâche production. La première question, est-ce qu'il s'agit d'une transmission électronique? Il y a quelqu'un tantôt qui m'a envoyé en privé comme quoi, pour la première déclaration, on ne peut pas faire une transmission électronique. Est-ce qu'il s'agit d'une transmission électronique? D'accord? On n'a pas répondu. Donc, le contribuable, est-ce qu'il a signé? Est-ce qu'il a signé électroniquement le formule T183? Vous savez qu'il y a deux formulaires que le contribuable, votre client, doit signer. Je vais vous montrer, je vais partager avec vous ces formulaires-là, ça ne sera pas long. Ils sont où? Ils sont où? Voilà. Il y a le T185, transmission électronique d'un accord de débit préautorisé. Là, vous allez voir à la fin que vous allez signer. Non, attendez, qu'est-ce que j'ai fait? Ça ne sera pas là, une seconde. Donc, ça, c'est 185. Il y a 183. Attendez, j'ai mélangé. Ça ne sera pas long. Une seconde. Je vais vous le chercher. Ce ne sera pas long. Donc, c'est le T183. C'est ce qu'on appelle la signature électronique. Je vais vous la montrer tout de suite. Ce ne sera pas long. T183. Voilà. Voici le formulaire que le client doit normalement signer. D'accord? Déclaration de renseignement pour la transmission électronique d'une déclaration de revenus et de prestations d'un particulier. Normalement, quand vous allez finir la déclaration, cet imprimé-là sera rempli automatiquement à travers les informations saisies. Et le client, normalement, doit signer ici, en bas. D'accord? J'atteste que les renseignements inscrits aux parties A, B, C sont exacts et complets et qu'ils révèlent la totalité de mes revenus de toute province. J'atteste également que j'ai lu les informations à la page 2 et que le déclarant, par voie électronique, identifie c'est-à-dire le préparateur, envoie ma déclaration par voie électronique. J'autorise ce déclarant à communiquer avec l'ARC pour corriger des erreurs ou des omissions.
Donc, quand vous allez terminer votre déclaration, vous allez demander à votre client de signer ça, comme quoi il atteste que les informations qu'il vous a fournies, c'est correct, exact, authentique, et vous allez autoriser au préparateur d'envoyer électroniquement cette déclaration, et aussi, si jamais il y a une erreur, ben, vous donnez l'autorisation au déclarant de rectifier ces erreurs-là électroniquement. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, la retransmission électronique pour redresser une erreur. Ça, c'est le fédéral. Pour le Québec, on a aussi une autorisation qu'on appelle le TP1000-TE. Ça aussi, c'est la même chose. Ça, c'est des informations concernant le préparateur de la déclaration. Ça, c'est quelques lignes qui seront remplies automatiquement. Et en bas, le particulier doit signer. D'accord? Je comprends qu'à la suite de la délivrance de l'avis, etc., je déclare que les renseignements fournis dans ce formulaire et dans la déclaration dont j'autorise la transmission par Internet et le préparateur mentionné de la partie sont exacts et complets et qu'ils font état de tous mes revenus. Je déclare également que si j'ai inscrit un montant, c'est parce que je veux ajouter tout ça. De toute manière, ça, c'est une autorisation que généralement le client ou le contribuable doit obligatoirement signer devant vous. Mais vu la pandémie de la COVID-19, ben, on a dit si le client vous signe électroniquement cette autorisation, elle est acceptable. D'accord? Elle est acceptable. Je retourne au logiciel pour terminer le cours. Ça va pas long. Donc, le contribuable a signé électroniquement. Pour moi, je mets non. C'est au moment de la déclaration que je vais mettre oui. Au moment où il me signe, je ne peux pas. Je ne peux pas mettre oui. Et si jamais j'oublie, j'envoie la transmission, ou bien je ne suis pas là et les autres, ils ont oublié. Donc, pour éviter ces problèmes-là, toujours, il faut rencontrer le client, lui expliquer sa déclaration, vous êtes d'accord, vous me signez le T183 et le TP et le TP1000. Une fois signé, je rentre dans le logiciel et je coche qu'il m'a signé les deux. Autre question. On vous demande, est-ce qu'il y a plusieurs années d'imposition? Tantôt, je vous ai dit comme quoi vous pouvez faire beaucoup. Quelqu'un qui n'a pas fait ses déclarations depuis 2000, 2008, je ne sais pas moi, 2015, vous allez faire plusieurs déclarations et vous allez l'envoyer en lot. D'accord? Ça s'appelle un lot de déclaration. D'accord? Vous voyez ici, préparer la tête T1 par lot. Et ça se fait dans les cabinets, surtout dans les cabinets. Donc, il n'y a pas de plusieurs années. Autre question. Est-ce que je produis une déclaration de revenus auprès de l'ARC pour la première fois? D'accord? Ici, Adam vient juste d'arriver, donc je vais mettre oui. D'accord? Donc, c'est la première fois. Est-ce que c'est une... si jamais vous avez fini votre déclaration, vous l'avez envoyée et vous avez constaté comme quoi vous avez commis une erreur, vous avez rectifié, si vous allez dans TED et retransmission, ça ne va pas être accepté. Pourquoi? Parce qu'il faut cocher cette partie-là. D'accord? On veut dire comme quoi c'est une déclaration que j'ai déjà envoyée et je rectifie, amendement. Je vais amender, modifier, etc. Pour ce cas-là, non. Autorisation de représenter le particulier. Normalement, si un client désire qu'il soit représenté par n'importe quelle personne, physique ou morale, il faut qu'il signe pour le fédéral une procuration
et pour le Québec, une autre procuration. Je vais vous montrer le type de procuration. Ça ne sera pas long. Je vais vous chercher procuration. Voilà. Pour le fédéral, c'est ça, la procuration. C'est pour le fédéral. Ça s'appelle le T1013, le T1013 en français. Si c'est en anglais, on va mettre E, English. Vous avez ici demandé ou annulé. Si vous avez donné une procuration après un certain moment, vous voulez retirer la procuration, vous allez remplir le même formulaire. Sauf que pour la première fois, ça s'appelle demander l'autorisation d'un représentant, ou bien si jamais vous n'êtes pas satisfait, vous les retirez, vous prenez le même formulaire et vous allez cocher annuler. D'accord? Il faut préciser les années. Donc, je ne vais pas entrer dans le détail, je vais vous laisser après les formulaires, vous allez les voir en détail. Pour le Québec, c'est la même chose. Il y a un formulaire, le MR69, d'accord, que vous allez remplir. Ça s'appelle autorisation relative à la communication de renseignements ou procuration. Il faut le remplir, d'accord? Donc, si le client, si vous allez le représenter, il faut que vous ayez entre vos mains les deux déclarations. Parce que quand vous allez appeler Revenu Québec, ils vont vous poser des questions de confidentialité, ils vont checker est-ce qu'effectivement il y a une procuration faite par un client en votre nom pour vous répondre. D'accord? Donc, je reviens au logiciel. Je n'ai pas de représentation, donc je mets non. L'autorisation pour le représenter expirera le parce que dans l'autorisation, vous pouvez mettre la date d'expiration, la date fin de cette procuration. Vous pouvez même indiquer quel type de procuration. Est-ce que concernant la TPS, est-ce que déclaration personnelle, est-ce que, ou bien tout ce qui me concerne. Vous pouvez indiquer l'année, par exemple uniquement 2020, ou bien 2020, 2019, 2018, etc. L'autorisation pour l'autre chose, c'est quel sera le moyen de contact en cas de pré-cotisation et de post-cotisation. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'expliquer qu'est-ce que ça veut dire pré-cotisation et post-cotisation? Si jamais cette question-là, ça veut dire quoi? Est-ce que déclaration, je pose une déclaration pour la première fois? Non, pas pour la première fois. Ah oui, pardon, oui, pour la première fois. D'accord. L'autre question de bénévolat, oui. Le bénévolat, autorisation, OK. Méthode de déclaration. OK. Déclaration escomptée. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer qu'est-ce que c'est une déclaration escomptée? Donc, l'escompteur, c'est quelqu'un qui peut vous payer un remboursement et qui est autorisé à faire ça par Agence Revenu Canada et Québec, qui sont remboursés par ces deux organismes. D'autres questions ici. Des frais facturés pour la préparation. Est-ce que le préparateur il vous a facturé, vous a facturé les déclarations? On va mettre oui. Par exemple, si on ne fait pas le bénévolat, on va mettre oui. Avez-vous été détenu dans une prison? Donc, on va mettre non. On n'a pas d'informations. Ici, est-ce que votre adresse domiciliaire, là où vous résidez, c'est la même que l'adresse postale d'envoi? On va mettre oui. Et on va essayer de compléter la production. Êtes-vous citoyen canadien? Adam n'est pas un citoyen canadien, mais c'est un résident permanent. On va mettre non. À titre de citoyen canadien, est-ce que vous autorisez, si vous cochez oui, on va vous demander est-ce que vous autorisez l'Agence du Revenu Canada à communiquer vos noms, vos adresses, date de naissance, etc., à un organisme étatique aussi, Élections Canada, pour mettre à jour le registre des électeurs et aussi si vous êtes inscrit et votre âge il est entre 14 heures et 17 ans. Qu'est-ce qu'on appelle les futurs électeurs? Il y a le registre national des électeurs
Et pour les personnes dont l'âge se situe entre 14 ans et 17 ans, on les appelle les futurs électeurs. Aviez-vous des biens déterminés, étrangers déterminés dont le coût total dépassait 100 000? Je me rappelle, je vous ai déjà parlé de ça. On va mettre non. Je ne sais pas, est-ce que je vous ai préparé ce qu'on appelle population. Oui, c'est ça. Regardez le document que je vais partager avec vous. Si vous vous rappelez, quand on a parlé dans l'introduction au système fiscal, j'ai parlé de l'obligation de déclarer certains biens déterminés par l'article 54 de la loi sur l'impôt, la loi d'impôt sur le revenu fédéral. On dit que si vous avez un bien déterminé qui est listé dans la loi, il faut, dont la valeur dépasse 100 000, il faut déclarer ce bien. Pour le déclarer, si jamais vous avez un bien dont la valeur dépasse 100 000, il faut utiliser ce formulaire T1135 qu'on appelle bilan de vérification du revenu étranger. Je vais essayer de vous l'envoyer. Il y a beaucoup d'informations qu'il faut remplir. Pour ce qui est, si vous avez une résidence, comme je l'avais déjà dit l'autre fois, il faut qu'il soit une résidence personnelle à usage personnel. Si vous avez une résidence dont la valeur dépasse 100 000 pour usage personnel, vous n'êtes pas obligé de la déclarer. Mais si vous utilisez ce bien pour usage commercial, il faut déclarer ce bien. Il y a d'autres biens listés dans ce formulaire-là. À la fin, vous allez voir quelques explications et on vous donne quelles sont les entités qui doivent déclarer, quels sont les biens qui ne doivent pas déclarer et on fait des références à la loi, tel article, tel paragraphe, alinéa, etc. Okay? Donc, c'est ça. Donc, j'ai essayé de vous envoyer ça ce soir ou demain. On va terminer la fiche d'information. Donc, j'ai ici la question, je vais mettre non. Est-ce que le revenu du particulier est zéro? Non. Et généralement, je ne comprends pas pourquoi il est... Vous allez voir que même si vous mettez non, parfois, c'est version scolaire. Parfois, il va vous donner... vous avez déjà saisi relevé intégral et vous donne comme quoi il a un revenu zéro. D'accord? Anyway. Est-ce que le revenu du particulier est zéro? Je dis non. Est-ce qu'il a une déficience grave et prolongée? Ça concerne le crédit d'impôt non remboursable? Non. Attendez, tout est non. Est-ce qu'une déclaration des personnes décédées? Non. Choix du paragraphe, ça, ce qui concerne déclaration T3, on n'est pas concerné, on est concerné par T1, je mets non. Quelle est la langue de préférence de correspondance? Est-ce que c'est anglais ou français? On met français. Même si vous recevez quelqu'un qui parle anglais et vous parlez un petit peu anglais, vous pouvez faire une déclaration en français. Et quand vous terminez, regardez, vous allez dans Options. Dans le volet langue, vous allez basculer du français vers la langue anglaise. Oui. Donc, c'est ça. Si vous voulez retourner, vous faites la même chose, basculer de la langue anglaise vers la langue française. Ça, c'est, on a terminé la partie production. Attendez, je n'ai pas validé ça. Donc, c'est français, French. Voilà. Donc, je n'ai pas enregistré cette partie-là. Donc, une fois j'ai terminé, je vais aller dans Information des conjoints. Je peux mettre le numéro d'assurance sociale, le titre, prénom, adresse. C'est la même adresse par défaut qu'on va vous donner. C'est à vous de choisir s'il y a d'autres adresses. Date de naissance, téléphone s'il a son propre téléphone, etc. On va arriver à information provinciale, déclaration amende, est-ce qu'il y a modification, redressement, non.
Est-ce qu'on réclame un crédit pour personne vivant seule? Oui, il est divorcé lui tout seul, donc oui. Maintenant, la raison de l'arrivée. Est-ce que c'est un nouvel arrivant ou bien nouveau résident du Canada, séjour temporaire, étudiant étranger, travailleur agricole étranger, immigrant qui retourne ici, séjour temporaire à l'extérieur du Canada, autre situation. D'accord? Je ne sais pas, est-ce que vous savez que, comment dirais-je, donc Adam, c'est un nouvel arrivant, donc je choisis le code 01. Maintenant, si vous avez indiqué une date de départ ou d'arrivée, inscrivez le montant de vos revenus de source étrangère. Donc, le montant déclaré par Adam comme gagné en 2020, c'est 2500 $. Ici, qu'est-ce qu'on dit? Un montant de remboursement d'impôt vous est transféré ou vous transférez. Vous vous rappelez quand, dans les dernières études de cas qu'on a vues, si une personne du couple va recevoir de l'argent et l'autre doit payer, je peux, en tant que receveur de l'argent, je peux transférer une partie pour liquider le solde à payer de l'autre partenaire. Donc, je peux le faire. Ici, une question concernant le régime d'assurance médicaments pendant l'année 2020. Ici, on doit choisir, est-ce que vous étiez couvert par un régime privé d'assurance? Si oui, vous allez mettre 14. D'accord? Si vous êtes par exemple conjointe ou conjoint épouse ou époux, couvert par assurance privée, vous allez mettre 16, etc. D'accord? Admettons, lui, il est couvert par un régime de base. Attendez, qu'est-ce que j'ai mis? Non, non, pardon, on laisse ça vide, d'accord? Si vous avez un régime privé, c'est couvert par une assurance de médicaments de base, d'accord? Dans d'autres logiciels, c'est plus clair. Ici, ce n'est pas clair. Dans l'autre, dans Impôt Expert, si on va le faire, vous allez voir que on va vous nommer la RAMQ, assurance privée et les conjoints, etc. D'accord? Si jamais vous devez payer la cotisation au régime d'assurance médicaments du Québec, la RAMQ, est-ce que vous voulez payer juste votre part ou bien les deux parts, la tienne et celle de ton conjoint ou ta conjointe, ton époux ou ton épouse, d'accord? C'est ici. Est-ce que sinon, oui, lui, je crois qu'il ne va pas la payer parce que en tant que célibataire, il faut qu'il dépasse 16 260, je crois. Et en couple, je crois 27 000 $ pour pouvoir régler une cotisation selon le résultat dégagé par l'annexe K. Et s'il y a d'autres informations concernant le téléphone au travail, le fax, un téléphone secondaire, on peut l'ajouter ici. Il y a d'autres informations, mais c'est ça ce qui est comme information à remplir dans cette fiche-là. OK? Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît? Très bien. Une fois que j'ai terminé, qu'est-ce que je vais faire? Je vais saisir les documents que j'ai devant moi. OK? J'ai un T4 et j'ai un relevé 1. Donc, j'ai un T4. Je vais partager avec vous le T4. Ce ne sera pas long. Okay. Voilà. Donc, j'ai un T4. C'est celui-là. J'ai un T4, regardez, j'ai un T4 et pour le fédéral et j'ai un relevé 1 pour le Québec en bas. Il est en bas. D'accord? Il porte les mêmes informations, sauf pour les cotisations, les retenues fédérales comme assurance emploi,
et l'impôt. Donc, j'ai un T4 avec, dans chaque montant se trouve dans une case. Et chaque case comporte un numéro. D'accord? Donc, les cases pour les feuillets fédéraux portent un numéro. Pour le Québec, et portent des alphabets. OK? OK? Donc, la référenciation des cases au fédéral, c'est numérique. Vous voyez, 14, 22, 24, 16, etc. Et le Québec, c'est alphabétique. Vous voyez, A, B, C, D, etc. D'accord? Ici, par exemple, pour la case 14, c'est le revenu total gagné en 2020 brut. Vous avez la case 17, ce qui concerne Retraite Québec. La case 18, Assurance Emploi. Case 55, Régime québécois d'assurance parentale, régime parental d'assurance, provincial d'assurance parentale. Vous avez la case 22, c'est pour l'impôt fédéral sur le revenu retenu. Vous avez ici le total des gains, etc., assurables. Et au Québec, la même chose. Vous avez dans la case A, et non pas 14, la case A, le total de votre revenu gagné durant l'année d'imposition 2020. Vous avez la case B, cotisation à la régie de rente du Québec, cotisation assurance emploi, cotisation à un régime de pension agréé, impôt du Québec retenu. Vous avez le total des salaires admissibles pour cotiser à la retraite du Québec. Vous avez ici régime privé d'assurance maladie. Si vous avez une assurance privée, eh bien, vous allez trouver le montant ici, la cotisation de votre employeur. C'est un avantage déclarable. OK? Autre chose. Et si vous avez d'autres codes à ajouter, vous allez voir ici. Par exemple, si vous cotisez dans un régime privé d'assurance, vous allez voir la ligne 235, la ligne 235, la cotisation salariale de salariés dans un régime d'assurance privée. Et ici, vous allez trouver 85. Tout ça, on va le voir après. OK? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre le fédéral. Je commence par la saisie des informations concernant le fédéral. D'accord? Ce ne sera pas long. Je vais partager avec vous l'écran. Voilà. Par défaut, vous avez ici le T4. Vous voyez en haut, vous avez le T4. Je clique sur T4 et tout ce que vous allez saisir sera automatiquement transféré vers le formulaire pour le Québec. Sauf quelques informations, on va les voir. La première chose qu'il faut faire, c'est remplir la case concernant l'employeur. Ici, l'employeur. Et en bas, vous aurez Québec automatiquement parce qu'on a choisi Québec. Donc, vous allez... l'employeur, c'est Astra Soft Inc. Vous cliquez sur Tabulation et voilà, vous avez Québec. Quel est le montant qui se trouve dans la case 14? Le montant qui se trouve dans la case 14, c'est 10 504. Tabulation. Quel est le montant qui se trouve? Et n'oubliez pas une chose qui est très importante. Au fur et à mesure que vous saisissez des montants dans des cases, que vous prenez des cases, n'oubliez pas, s'il vous plaît, de marquer comme quoi c'est déjà saisi. Pourquoi? Pour voir s'il y a une case qui n'est pas marquée, ça veut dire qu'on a oublié de saisir et de saisir un montant important pour la déclaration. Donc, j'ai la case 14, je marque, je surligne comme quoi c'est déjà saisi. La case 16, je n'ai pas quelque chose concernant régime de pension Canada. RRQ, la case 17, c'est 538.13.
OK? Donc, je descends. Autre chose, je voulais juste vous demander une chose, ce sera pas long. Qu'est-ce que vous remarquez en bas? Qu'est-ce que vous remarquez si vous descendez en bas? Vous allez voir, c'est écrit non admissible, solde dû, remboursement, etc. Au fur et à mesure que vous saisissez, vous allez voir le résultat. Est-ce que c'est un solde dû, c'est-à-dire un montant à payer, ou bien un remboursement? On va le voir. Maintenant, regardez, une fois que je vais saisir n'importe quelle case, ça va changer. La case 18, c'est assurance, cotisation, assurance emploi. Donc, je vais mettre 131.32, tabulation. Vous voyez, ça change. Regardez, maintenant, c'est devenu remboursement. Ok, je vais vous donner la parole. Donc, je passe à la ligne 55. Cotisation au régime québécois. Cotisation au régime québécois d'assurance parentale. Donc, c'est 55.26. Pas d'exemption. La ligne 20, je n'ai pas de ligne 20. La ligne 22, la case 22. La case 22, c'est l'impôt rotune. Impôt fédéral, donc c'est 866.54. OK? J'ai la ligne 24, c'est correct, 10 504, ça se remplit automatiquement. S'il y a une différence, il faut toujours avoir dans le formulaire les montants qui existent sur le T4. Si vous avez ici, par exemple, 10 600, je dois changer. Je dois forcer le système et le changer. On va le faire après. Pourquoi? Parce que le T4 que vous avez, c'est les mêmes informations se trouvent chez Revenu Canada. OK? Donc, au Québec, ça dépend. Donc, je vois pour moi ici, j'ai tout saisi, donc je peux passer au Québec. Pour passer au Québec, parce qu'au Québec, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste juste l'impôt au Québec et quelques informations qu'on n'a pas dans ce cas-là, mais qu'on va voir dans les cas prochains. Pour aller saisir les informations qui concernent le Québec, parce que, regardez, vous avez déjà le relevé 1. Vous voyez le relevé 1. Le relevé 1, pour saisir le relevé 1, voilà qu'est-ce qu'il faut faire. Regardez en haut, au milieu, là où il y a en ligne, en bas, vous avez des symboles. Vous avez la fleur d'érable du Canada et les fleurs de riz du Québec, le bleu. Vous avez bleu et vous cliquez là-dessus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez basculer vers le provincial. Vous voyez? Donc, je clique, je me bascule vers le fédéral, je clique, je me bascule vers le Québec. Regardez, les autres cases sont remplies, sauf une seule case concernant l'impôt du Québec. Donc, ici, je dois mettre l'impôt du Québec qui se trouve ici dans la case E, dans le relevé 1, c'est 1060.56 tabulation. D'accord? Et ce qui est vert ici, c'est le fédéral. Je bascule vers le fédéral. Vous voyez, regardez ici. Si j'ai mis le curseur, regardez ce qu'il va me dire. Jean, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a des choses qui ne marchent pas pour loger, mais parfois c'est correct. Regardez ici, qu'est-ce qu'on dit. Il se peut que le montant de la case 17, qui est Retraite Québec, il n'est pas correct. Pourquoi? Parce que selon la formule de l'Agence de Revenu Canada, le montant doit être 399,23. Donc, ça veut dire qu'il y a un trop payé qu'on va trouver dans le crédit d'impôt remboursable. D'accord? Donc, voilà. Donc, je bascule
etc. Maintenant, vous savez que j'ai terminé la saisie de cette déclaration. Une fois que vous avez terminé, qu'est-ce qu'il faut faire? Je m'excuse, il faut vérifier. Qu'est-ce que je dois vérifier? Je vais retourner au fédéral, toujours on commence par le fédéral, et je vérifie. La case 14, c'est correct. La case 17, retraite Québec, c'est correct. La case 18, assurance emploi, c'est correct. La case 55, régime québécois d'assurance parentale, c'est correct. Cotisation, bien sûr. La case 22, retenue de l'impôt fédéral. La case 24, etc. Et je bascule vers le Québec pour vérifier. Donc, la seule information que je vais vérifier, c'est impôt retenu sur mon revenu par Québec. Donc, c'est la case E, 1060.56, c'est correct. Ça, c'est vérification humaine, OK, direct. Maintenant, je vais montrer autre chose. C'est ce qu'on appelle la vérification automatique. Il y a un vérificateur automatique. Comment vérifier si on a oublié quelque chose? Voilà qu'est-ce qu'il faut faire. Nous allons ici afficher la fenêtre de vérification en bas. Vous voyez en bas, le nom de la compagnie Astrasoft. OK, Astrasoft, OK. Astrasoft. OK, merci. Astrasoft. Regardez en bas. En bas, vous avez en bas, vous avez beaucoup de choses qui sont écrites en rouge. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'il faut corriger. Qu'est-ce qu'on va faire? On va cliquer sur chaque ligne rouge et on va voir. Est-ce que c'est nous qui avons raison ou c'est lui? C'est-à-dire le logiciel. On clique sur le premier. Qu'est-ce qu'elle dit? Le résident pour une partie de l'année, certains montants ont été calculés au prorata. Je dois confirmer. Pour confirmer, regardez, soit je clique à droite et je mets, attendez, marque de réviseur, signature de préparateur, ou bien je vais mettre, regardez ici, je clique cette signature, je viens ici et je clique. Il y a deux choses. Soit vous cliquez, pardon, soit, pardon, il est où le premier? Il est parti, OK. Soit vous cliquez à droite, vous choisissez signature du préparateur, soit avant, pas besoin de cliquer à droite, vous allez juste ici, en haut, et vous allez cliquer, vous regardez signature du préparateur. Il sera figé. Par exemple, pour la date d'entrée indiquée, vous vérifiez les mois visés. Donc, les mois qui ne sont pas concernés, c'est janvier, février, mars, avril et mai. Je clique sur deuxième. Qu'est-ce qu'elle me dit? Regardez, pour demander le crédit doit être un citoyen canadien, un Indien envers la nationale, un résident permanent, un réfugié, etc. Ben, lui, c'est un résident permanent. Donc, je valide. Autre chose, je clique ici. Le numéro d'assurance sociale commence par 9. Vous savez, le 9, c'est pour les réfugiés et les résidents temporaires. Ça, c'est une version scolaire, donc je valide comme quoi c'est correct. Quoi d'autre? Le revenu de source canadien, je l'ai déjà indiqué, 2500. Ça aussi, je clique. Je dois confirmer que ce montant-là, je l'ai pris du document officiel. Donc, je valide. Je valide le deuxième.
je clique ici. Je me suis inscrit, partie, etc. C'est pour tout ce qui est le T183, l'autorisation pour transmission électronique. Je valide. Ici. Voilà. Les taux provinciaux mis à jour, je clique. Vous demandez crédit d'impôt pour solidarité, oui. Crédit remboursable au prorata, je dis oui. D'accord? Pour valider que c'est prorata, normalement, il ne faut pas qu'il me demande ça, parce que j'ai dit que elle est entrée en mai 2020. Donc, ce n'est pas la peine de me demander cette question-là. Vous ne pouvez pas transmettre la déclaration par Internet parce que vous avez le... Je clique 2 fois. Qu'est-ce que j'ai ici? Le client n'a pas résidé au Canada pendant toute l'année. Ça, c'est pour... Regardez, ça, c'est pour le Québec, TP1. Mais pour le fédéral, je peux le faire. Donc, une fois vous avez des choses clean ici, il n'y a rien de rouge, ça veut dire que c'est correct. Pardon, excusez-moi. Et j'ai fini la vérification manuelle et la vérification automatique. Maintenant, pour voir le résultat de cette déclaration, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout simplement, il faut aller ici dans Aléa, d'accord? Sommaire de l'impôt. Vous cliquez sur sommaire de l'impôt. Donc, Aléa, sommaire de l'impôt. Aléa, sommaire de l'impôt. J'enlève le marqueur, vous voyez, ça va prendre un peu d'espace ici en bas. Donc, je clique et ça va disparaître. Maintenant, regardez ici le sommaire de l'impôt fédéral. Je vois en bas qu'il y a un retour d'impôt de 872 qui est constitué par impôt qui est retourné entièrement avec la différence de 5. Il y a aussi, comment dirais-je, le trop payé sur assurance emploi. Donc, il y aura un remboursement de 872. À votre gauche en bas, sur votre gauche en bas, vous allez voir la estimation de la TPS, c'est 315 annuellement. Si je la divise en 4, donc 315 divisé par 4, Adam va recevoir 78,115 par trimestre. OK? Et si jamais l'année prochaine, il veut cotiser dans un régime enregistré d'épargne retraite pour bénéficier d'une déduction, bah, le maximum qu'il peut faire, c'est 1890. Ça, c'est le fédéral. Pour voir le sommaire du Québec, c'est très simple. Regardez l'icône pour basculer, c'est là. Je clique et je vais voir le sommaire du Québec. Au Québec, il va recevoir 2078 $, composé par impôts retenus, le trop payé sur Retraite Québec, un crédit d'impôt pour prime de travail, okay, pour prime de travail, pour encourager les gens à rester dans ce marché de travail, et le bouclier fiscal. D'accord? Mais ce qui est bizarre, c'est que ici, dans le crédit de solidarité, je ne vois rien. Je clique 2 fois. Je vais aller chercher pourquoi il n'y a rien. Pourquoi il n'y a rien? Parce qu'on n'a pas coché la demande du crédit de solidarité. Donc, je clique sur... attendez, je vais mettre juste... oui, c'est ça. Donc, je coche la demande de crédit de solidarité. Vous allez voir que si je reviens au TP sommaire, regardez, il y a 75 qu'il va recevoir trimestriellement. D'accord? Trimestriel. Si je multiplie ça, 75 multiplié par 4, ça donne 300 $. Vous savez que le crédit de solidarité, d'impôt de solidarité, si le montant est inférieur à 240, le montant il est donné une seule fois en début juillet. Si entre 240 et 800 $, on donne ça, on envoie ça trimestriellement, 4 fois par année. Si ça dépasse 800,
mensuellement chaque année. D'accord? Ça, c'est un cas qui est très simple. Les prochains cas qu'on va voir ensemble, il y aura beaucoup de rubriques remplies, frais médicaux, activités pour les enfants, etc., etc. On aura des discussions plus riches et plus variées. Voilà la correction du cas numéro 1.